Bonjour à tous, bonjour Vincent Champin. Donc, pour un nouveau webinaire sur l'effet de la crise du Covid-19. Donc, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc, Vincent, tu es un camarade, promo 91. Donc, tu as été directeur de cabinet au secrétariat d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. Un secrétariat que tu as contribué à créer. Donc, on parle de 2008, si je ne me trompe pas. 2007, pardon. Voilà, donc tu as fait notamment ce poste-là et d'autres postes dans une première partie de carrière dans la fonction publique. Et tu as eu une deuxième partie de carrière dans le secteur privé, notamment chez McKinsey. Tu as dirigé la partie digitale de GE en Europe. Et là, maintenant, tu es au comité de direction de Framatome, où tu t'occupes des sujets de système d'information, développement du business numérique. Voilà. Puis on est très heureux de t'entendre aujourd'hui, notamment alors, avec tout l'angle de toutes tes expériences, mais aussi comme tu as été dans le cadre de ton poste à ce secrétariat d'État prospective, politique publique et numérique, un des auteurs du rapport France 2025, qui traitait notamment du risque de pandémie. Donc, on est heureux de t'entendre sur ce sujet, toi qui as un recul de plus de 10 ans, et tu auras sûrement une analyse qui va intéresser les participants, les membres d'X-Sursaut et ceux qui écouteront la vidéo. Alors, ce que je te propose, c'est, avant de te laisser la parole pour 20-25 minutes d'introduction, donc les participants peuvent écrire leurs questions dans le chat ou alors demander la parole en utilisant la fonction Raise Hand, lever la main de Zoom. Et alors, si c'est par le chat, je poserai les questions de leur part. Si c'est dans la fonction Raise Hand, voilà, vous pourrez poser directement vos questions. Voilà, Vincent, c'est à toi pour ton propos introductif. Parfait, merci. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que je vais partir par la fin, puis je vais revenir ensuite au début de l'histoire. Donc, la fin, c'est que il y a quelques jours, en fait, on discutait de la pandémie, puis avec d'anciens collègues dans le secteur public. Et en fait, on s'est replongé dans France 2025. France 2025, et ça sera la fin de mon introduction, page 190. Il y a une page qui explique le risque d'une pandémie qui peut coûter 5% du PIB mondial, qui explique que les faiblesses du système français par rapport à ça, c'est le manque d'investissement dans la prévention, la formation médicale, et qui alertait sur ce type de problème. Et je me souviens très bien en fait des échanges qu'on avait eus à l'époque et qui, je pense, sont emblématiques de ce qu'il faudrait réussir à faire fonctionner correctement si on veut être capable d'aborder ces crises avec plus d'efficacité. Alors, c'est jamais facile, mais là, la crise, elle va coûter pour le moment 250 milliards, 6 milliards par jour. Gagner 15 jours de confinement, c'est gagner 90 milliards de dettes. Gagner un mois, c'est gagner 2 fois plus. Et donc, on est sur des enjeux extrêmement importants, mais qui sont vraiment dans le point aveugle de ce que les politiques publiques ont du mal à saisir. Et je pense que l'intérêt de mon expérience, que je vais partager très simplement, c'est justement d'avoir un peu parcouru l'ensemble de cette chaîne, les différents maillons, donc avoir une bonne vision en fait, de ce qui fait qu'on a eu du mal à anticiper ce genre de choses et d'autres, et peut-être de ce qu'il faudrait changer pour y arriver avec plus d'efficacité. Et vous voyez d'ailleurs que dans les différents pays, il y a vraiment des différences de réaction qui sont liées pour certaines à l'histoire, pour certaines d'avoir eu une pandémie 2 ans avant qui font qu'ils se sont plantés il y a 2 ans et là ils ont été meilleurs. Et aussi, dans d'autres pays, quand vous regardez l'Allemagne, une approche un peu plus scientifique, rationnelle des choses. Là où en France, on a quand même un cadre en fait technocratique assez fort et on a tendance à chercher plus des choses, d'abord de chercher les mots à parler aux gens plutôt que les faits pour aborder les sujets et puis d'essayer de trouver une solution pour tous. Là où quelquefois, vous voyez, il y a des écarts de pandémie très très forts par âge, par région et la solution pour tous, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, je reviens sur France 2025. Donc, l'anecdote, c'est en mai 2007. Donc, j'avais fait déjà du cabinet à l'époque, plutôt à gauche, et je reçois un coup de fil d'un ministre du gouvernement, alors, qui était à l'époque plutôt à droite,
qui me dit, écoute Vincent, je vais être nommé secrétaire d'État à la prospective. Est-ce que tu veux être mon directeur de cabinet? Je discute un peu, je le connaissais, je lui dis, bon écoute, ça, pourquoi pas, mais c'est pourquoi faire? Il me regarde, il me dit, en fait, c'est à toi de me le dire. Donc je raccroche, je réfléchis un peu, je me dis, bon, est-ce que c'est intéressant d'aller faire ça? Est-ce que je pense que je pourrais vraiment apporter une valeur ajoutée à le faire? Honnêtement, je n'avais pas forcément prévu de refaire du cabinet, ni envie de le faire. Et je me suis posé la question et la réponse a été de dire que, en fait, ce qu'il proposait, c'était particulièrement intéressant d'y aller et d'aller au bout, que ça serait difficile, mais que ça correspondait à l'une des faiblesses de notre système contre lesquelles il fallait lutter. Donc, je le rappelle, tu dis, écoute, ça m'intéresse, mais à 3 conditions. La première, c'est que je ne veux pas être dans un cadre qui est politique. C'est-à-dire que j'ai fait déjà du cabinet à gauche. Là, c'est un gouvernement de droite. Honnêtement, si on fait des choses utiles, ce n'est pas un problème pour moi, mais je ne veux pas faire de la politique. Donc, tu prends un conseiller politique et cette chose-là, je ne m'en occuperai pas. Il me dit OK. Je dis, le deuxième sujet, c'est que je le fais pour qu'on laisse des traces. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur des choses importantes qu'on va laisser au bout de 2 ou 3 ans quand tu quitteras ce ministère. Et si c'est pour faire juste de la communication ou des choses au jour le jour, ça ne m'intéresse pas. Il me dit non, ça m'intéresse, c'est ça qu'on veut faire, donc on va le faire. Et puis, il y avait un troisième point, en fait, qui était sur le contenu des politiques. Il y avait un certain nombre d'orientations à l'époque sur lesquelles je n'étais pas à l'aise. Donc, je me suis assuré avec lui que c'est des sujets sur lesquels on n'irait pas et ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Et donc, on commence. Et là, en fait, la difficulté, c'est de se dire finalement, pourquoi on fait cet exercice-là? Et en fait, il y a pas mal de raisons à le faire. Alors, si je reviens encore un peu en avant, il y a eu en France un commissariat au plan qui a été un endroit dans lequel il y avait les meilleurs talents, les personnes, les fonctionnaires les mieux notés allaient en priorité. Ça, c'était les années d'or aux sorties de la Deuxième Guerre. Donc, les commissaires au plan, c'était Jean Monnet, c'était Michel Albert. Ils ont vraiment mis la France sur des rails d'un certain nombre de très, très grands programmes sur lesquels on vit encore actuellement. Et à une époque où, comme il fallait reconstruire, le positionnement naturel d'un plan allait de soi. C'est-à-dire qu'il fallait programmer un certain nombre de développements, un certain nombre de montées en charge dans un certain nombre de domaines. Il y avait des grands programmes, le programme nucléaire, il y a eu plus tard le plan, beaucoup plus tard, le plan calcul. On mettait en place des choses. Donc là, il y avait vraiment eu des personnes très, très fortes. Et Michel Albert, en fait, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Il est décédé malheureusement dans un petit groupe qui s'appelait d'ailleurs le groupe Albert, qui réunit les personnes encore en vie qui ont navigué dans l'environnement du plan. Et il y en a quelques-uns. Ensuite, ce que vous avez, c'est à partir du milieu des années 80, un essoufflement du plan. C'est-à-dire qu'il perd un peu le rôle qu'il avait en tant qu'institution. En 1986, vous commencez à avoir les premières discussions sur le fait qu'il faudrait peut-être le remettre en cause et qu'il ne sert pas forcément à ce autant que ça. Et en 98, vous avez vraiment le premier coup qui montre que le plan n'est plus le plan. C'est le livre blanc sur les retraites de Lionel Jospin, qui est confié au plan, qui est travaillé avec les syndicats, et quand il présente au gouvernement, en fait, le truc, il y a un clash. C'est-à-dire que le gouvernement, les syndicats ne s'entendent pas, le truc vole en éclats, et du coup, l'institution prend un coup dont elle ne se remettra jamais. Et là, on entre dans une phase un peu de tâtonnement, où il y a des choses diverses, notamment il y a eu des profils de commissaires au plan qui ont commencé à bouger par rapport à ce qu'on avait connu avant. Alors, toujours des personnes intéressantes et des intellectuels, mais par exemple, à un moment, il y a eu Alain Tchegoyen qui était plutôt un sociologue, et là, c'est un moment où vous avez énormément de pétitions, de gens qui étaient de l'ancien commissariat au plan, qui disaient, mais c'est plus ce qu'on doit faire. Moi, comme jeune fonctionnaire, j'étais appelé à des groupes de travail au plan. Le plan avait plus de place particulière dans la préparation des documents, dans la préparation budgétaire. C'était un truc qui vivait, mais sans avoir plus vraiment de rôle institutionnel. Alors, la chose assez amusante, c'est que jusqu'au moins en 2009, et je ne sais pas si ça a changé depuis, néanmoins, le commissaire au plan restait dans la grille des fonctionnaires, l'un des fonctionnaires les mieux payés de la République, parce que la grille n'avait pas changé. Donc, il y avait le commissaire au plan qui avait ses attributs et ses locaux, son cuisinier, sa voiture de fonction, et l'institution qui avait perdu place. Donc là, la première question qu'on se dit, c'est mais il faut qu'on fasse quelque chose qui soit utile. Et en fait, quand on regarde, il y a des besoins, mais ce n'est pas les mêmes qu'avant.
Donc, premier besoin, il y a vraiment un besoin de donner sa place au sujet de long terme. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans toutes les boîtes internationales, une direction de la stratégie qui regarde au moins les horizons à 3 ou 5 ans. Vous avez des sociétés comme BlackRock qui écrivent des lettres aux actionnaires en disant « réfléchissez plus aux enjeux de long terme, gardez une partie de vos dividendes pour investir ». Et vous avez l'État qui prépare un budget annuel, qui de temps en temps a des lois de programmation pluriannuelles qui programment les moyens budgétaires sur quelques années dans la défense ou dans la recherche. Mais il y a plus d'institutions qui a pour mission de regarder ce que sont les enjeux de long terme et de faire en sorte qu'on fasse autre chose que des sauts annuels qui sont des sauts budgétaires dans un cadre dans lequel le budget est très contraint. Et donc, en gros, la R&D qui nourrit les administrations, c'est essentiellement les débats présidentiels. Et les débats présidentiels, je ne vous fais pas de dessin, ils ne sont pas complètement factuels, ils ne sont pas basés sur des analyses dans lesquelles on écoute différents types d'experts. C'est un peu un concours de beauté sur des idées qui vont chercher à rallier tel groupe de pression, tel mouvement politique. Donc là, on a un sujet, c'est le boulot de plus personne de regarder à long terme et il y a un besoin. Le deuxième sujet, c'est qu'on voit qu'il y a des vraies difficultés à adresser des sujets où le court terme et le long terme s'opposent. La santé, c'est probablement le cas où c'est le plus clair. La France sous-investit massivement dans la prévention, sous-investit évidemment dans la préparation des pandémies, on a un exemple et j'y reviendrai, et au contraire, et le ministère de la Santé est vraiment noyé par le fonctionnement des ajustements de très court terme, gérer des augmentations statutaires, gérer des fine-tuning de sujets qui se font à 1 ou 2 ans. Donc, il est complètement dans le court terme alors qu'on construit des choses sur lesquelles la bonne santé, on paye sur les 6 derniers mois de sa vie 50% de ses dépenses de santé et ce qui se passe avant prépare ces 50%. C'est vrai aussi dans la défense, c'est vrai aussi dans la recherche. Dans la recherche, les mouvements sont terribles. Regardez les statistiques en termes de publication. La France est à peu près au niveau de l'Italie. La Chine, maintenant, est le premier pays mondial, suivi par les États-Unis et l'Inde. Et la France, c'est l'un des seuls pays de l'OCDE dans lequel la courbe est plate, voire en légère décroissance. Donc là, on voit qu'on a un vrai besoin d'un travail d'identification des risques et des enjeux, comme le ferait d'ailleurs la phase un peu de diagnostic stratégique d'une direction de la stratégie, et ensuite qu'ils fassent des études pour donner un point de vue stratégique sur des sujets qui sont souvent traités de façon très incrémentale. Le meilleur exemple, c'est la fiscalité. La fiscalité, on fait des sujets de tuyaux chaque année. On avait lancé à cette époque la revue générale des prélèvements obligatoires qui visait justement à prendre un peu de recul, à définir un peu ce que seraient les assiettes sur lesquelles on devrait mettre les taxes et à dire on ne va pas uniquement faire de l'incrémental en bougeant tel ou tel levier, mais en essayant de mettre en place, de faire converger notre système fiscal vers des systèmes qui sont plus efficaces. On sait que par exemple en France, on taxe massivement trop les salaires. On sait qu'on a des systèmes de prélèvement qui sont désincitatifs dans un certain nombre de domaines. On sait que la fiscalité carbone n'est pas au niveau où on devrait être. Simplement, il n'y a aucun endroit où on décrit ce que serait le paysage cible. Et donc, du coup, c'est difficile d'y aller. Les administrations ont une vision plutôt court terme. Et le débat public est très compliqué parce que comme il n'y a pas de cible de long terme, c'est des petits débats de court terme où chacun essaie de payer moins que les autres. La deuxième chose qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'aller vers un type de démocratie différente. Donc, ça, je pense que c'était une intuition assez forte à l'époque du président Sarko et du conseiller qui suivait ça, qui est quelqu'un d'assez fin, François Riahi. C'était l'idée de se dire qu'un modèle très centralisé, de grands corps qui décident, de politiques qui ont la vision et que la nation les suit, tout ça, c'est fini. On est plutôt sur un modèle qui est inverse, dans lequel, au contraire, on a en France des inégalités très très fortes, même les plus fortes de l'OCDE en fait en matière d'éducation. On a des grosses difficultés à s'adapter parce qu'on a des cadres uniques. Et à l'inverse, en fait, le bon mode de fonctionnement, c'est probablement d'associer plus largement, de faire en sorte que les Français se saisissent de leurs propres problèmes en leur expliquant les choses, en leur donnant les informations. Et c'est plus simple de faire des réformes sur des cadres dans lesquels les gens ont compris le problème et auxquels vous avez présenté l'ensemble des options, que d'arriver en disant je vais désindexer les retraites sur les prix et les mettre sur la moitié du pouvoir d'achat ouvrier ou l'inverse à des gens qui ne voient pas forcément le problème et auxquels, dans certains cas, on a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'était un point sur lequel on se disait qu'il fallait vraiment faire un changement et France 2025 visait et contribuer. Le dernier point, c'est des clivages complètement artificiels. Donc, en gros, quand on est dans l'opposition, on s'oppose
et on critique. Quand on est au gouvernement, on est un peu drivé par son administration, donc on essaie d'avoir un bon sens budgétaire, mais on manque de vision. Et les enjeux de long terme sont pris entre les deux. Alors, il y a une anecdote très, très rigolote qui était d'ailleurs la réception de France 2025. Quand on l'a lancé, c'était sous Sarko. Le PS, à l'époque, le président du groupe PS à l'Assemblée, c'était Jean-Marc Ayrault, a refusé de donner des parlementaires pour être présents dans le groupe, alors que les communistes l'avaient fait, alors que les différentes familles de droite l'avaient fait. Et il s'était lancé dans des critiques en expliquant que le long terme, c'était un contre-feu, que ce n'était pas important, qu'il fallait plutôt s'occuper des problèmes immédiats. Donc, sa critique très forte du PS est tenue par Ayrault. Et quelques années plus tard, Ayrault, Premier ministre, demande à Jean Pisani de recréer France 2025. Et donc, à cette époque-là, c'est la droite qui critique France 2025 en disant « mais c'est scandaleux, on s'occupe du long terme alors que le long terme ne fonctionne pas ». Ayrault, qui est Premier ministre à l'époque, pense pas à dire « mais vous l'aviez fait avant ». La droite, qui était dans l'opposition, pense pas à dire à la gauche « mais écoutez, c'est ce que vous avez critiqué que vous êtes en train de faire ». Et chacun se remet dans le petit jeu de court terme. Ils avaient tous oublié ce qui s'était passé, y compris d'ailleurs la presse. Donc là, l'idée, c'était aussi de casser ça et de faire quelque chose qui survive. Et de certaine façon, ça a réussi, puisque France 2025 a été refait sous Hollande. On verra si Emmanuel Macron refait des choses. La façon dont casser ce type de clivage peut aider les réformes, on en a eu un très bon exemple avec le Conseil d'orientation des retraites. C'était pratiquement… Alors, on a reproché, et peut-être à raison, à Jospin de ne pas avoir fait de réforme sur les retraites. En revanche, ce qu'il avait fait à la fin de son mandat, c'est mettre en place le Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire un endroit où les partenaires sociaux se réunissaient, avaient sous les yeux les projections financières, avaient sous les yeux les différentes options, et vous constatez qu'à partir du moment où ça a été créé, il y a des tas de réformes qui ont eu lieu, et jusqu'à la dernière réforme, qui celle-là probablement va retourner au placard, il y a plein de réformes sur les retraites qui n'arrivaient pas à passer, qui ont pu passer, et la dernière réforme d'ailleurs probablement, ces difficultés, ça a été de sortir des features ou des solutions dans des domaines où les gens n'avaient pas forcément vu le problème, y compris certains domaines sur lesquels il y avait des vrais problèmes sur l'équipe des retraites, mais certaines des propositions en fait, ne répondaient pas vraiment à des choses qui étaient des problèmes pour la majorité des Français. Alors, on avait aussi regardé les exemples étrangers. Dans les exemples étrangers, il y a vraiment des choses très, très bien. Par exemple, en Hollande, il y a un bureau budgétaire dont la mission est de faire un chiffrage budgétaire des programmes présidentiels présentés par les principaux partis. Et donc ça permet de faire en sorte que le débat présidentiel se fasse sur des cadres où il y a un peu de rationalité. En Corée, il y a eu un exercice lancé par le président Lee Myung-bak au moment où il a annoncé qu'il ne se représentait pas, qui s'appelait Corée 2030. Et ce qu'il a dit, c'est écoutez, moi je ne vais pas me représenter, mais le dernier acte que je vais faire dans mon mandat, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des discussions sur le type de Corée qu'on veut en 2030 et que mes successeurs, quelle que soit leur couleur, s'en saisissent. Ça, c'est un exercice très intéressant en Corée. Au UK, Tony Blair avait créé en fait 2 piliers. Un premier pilier qui s'appelait le Delivery Unit, qui était là pour piloter l'exécution de son programme. Et un deuxième pilier qui s'appelait le Strategy Unit, qui avait une mission, là encore, d'éclairer de façon stratégique les décisions du gouvernement, constatant le manque, comme en France, de ce genre d'institution. Au Danemark, il y a quelque chose de très très bien qui s'est appelé le Conseil pour la globalisation, qui a réuni tous les mois l'ensemble du conseil ministériel pour préparer le pays en fait, aux enjeux de la mondialisation. On avait d'ailleurs demandé à la présidente de ce conseil de venir et de participer à France 2025, elle avait accepté. Et il y a un dernier exercice qui avait été mené par Jacques Le Sourd, qui est décédé très récemment, j'étais à ses obsèques juste avant le confinement, qui s'appelait Interfutur dans les années 70, qui a fait un travail extrêmement approfondi d'analyse sur justement les grandes tendances et qui a vraiment marqué les esprits. Donc là, l'idée, c'était vraiment de prendre tout ça. On avait un mandat qui nous permettait, de la part du président, d'aborder les questions qui fâchent. On était en début de mandat, il pouvait se le permettre et il le souhaitait même. Et on ne voulait pas une position d'expert qui impose sa science, mais une position de personne qui aide aux gens à comprendre, qui leur donne les éléments de compréhension, avec des tas d'initiatives. J'y reviendrai. Par exemple, on avait mis en ligne un simulateur de politique fiscale en disant aux gens, on ne va pas vous expliquer ce qu'est une politique fiscale. Si vous pensez qu'on peut faire différemment, il y a les outils pour le simuler, faites-le vous-même, et de façon à ce que le débat soit éclairé par des gens qui aient les moyens de se saisir de leurs propres enjeux. Alors, on avait des parlementaires de gauche et de droite, on y est dit, je l'ai dit. J'avais proposé que ce soit une personnalité de gauche qui le préside, et Sarkozy avait accepté, ainsi que la personne pressentie qui était Jacques Delors.
Donc Jacques Delors avait accepté de le présider, ce qui n'allait pas de soi pour un gouvernement de droite, mais il l'avait fait au nom de cette idée qu'il fallait que les enjeux de long terme dépassent le clivage gauche-droite. Et on avait ouvert un wiki, on avait lancé des tas de consultations, on avait réuni 350 experts pendant 18 mois, mobilisé des tas de think tanks, donc l'Institut Montaigne, l'OCDE, qui chacun avait amené leur contribution, leur vision de ce qu'ils pouvaient apporter sur le sujet. On avait aussi créé un groupe qui réunissait les directeurs de la stratégie des grandes entreprises. Et ça a eu en fait donc un travail, j'en proposerai juste quelques extraits, rapidement, qui ensuite a été repris par le livre blanc pour la défense, par les grandes orientations pour la recherche, par les orientations pour l'éducation et la formation et par le livre du SGDN qui est sorti en 2011, que vous avez peut-être vu tourner sur les réseaux parce que justement il reprenait le risque de pandémie dans les éléments à présenter. Alors, je vais finir par une frustration. La frustration, c'est la remise. La remise, elle se fait le jour, la semaine avant un remaniement. Et donc, les rapports ont été ils sont disponibles en ligne, mais ils ont été tués par le fait qu'il y a un nouveau ministre qui est arrivé, qui a estimé que finalement, ces sujets-là, il valait mieux approfondir plutôt sur le numérique, aller visiter une start-up toutes les semaines. Et le sujet prospectif est un peu retombé. En tout cas, en revanche, l'acquis des rapports existent et j'ai régulièrement des gens qui m'appellent ou qui m'en reparlent. Alors, je vais juste montrer quelques extraits des analyses qu'on avait faites et puis après, on va passer aux questions. Bon, alors il y avait un élément, donc là encore, en 2008, qui alertait sur l'augmentation de la part des dépenses contraintes pour les Français, le logement, l'énergie, les transports. On avait eu des études qui remontaient, qui étaient en annexe, qui préfiguraient en fait les tensions qu'on a vues se développer avec les gilets jaunes. On avait, bon ça n'a pas beaucoup évolué, et Laurent qui est le CDE en sait quelque chose, des choses sur la faiblesse du système éducatif, de formation professionnelle. On a eu des livres blancs, des réformes, mais ça n'a pas vraiment évolué sur ce sujet, probablement parce qu'on cherche encore à le faire avec un grand opérateur public de la formation, et je pense que la solution qu'on veut y apporter est une partie du problème. Il y avait des choses sur les politiques familiales, le développement de l'individualisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a le suicide, une des premières causes de décès. Entre 45 et 55 ans aujourd'hui, vous avez 2 fois plus de chances aujourd'hui, ou même il y a 3 semaines, de décéder d'un suicide que du coronavirus. Et ça, c'est des sujets qui sont vraiment dans les angles morts des politiques publiques. Vous ne voyez pas de campagne de prévention alors que ça tue énormément. Bon, je vais accélérer un peu. Et puis la page 190. Alors la page 190, elle disait quoi? Elle disait qu'il y a des risques sanitaires extrêmes qui peuvent se produire. Et ce n'est pas une théorie, c'est des choses qui ont existé à peu près tous les 50 ans. Que ça peut exister et qu'on pourrait tout à fait se trouver dans une situation dans laquelle le PIB mondial pourrait chuter de 5%, accumuler des problèmes économiques et une paralysie générale de l'économie, c'est ce qui était marqué. Et en face, qu'il y avait des choses à regarder très sérieusement, c'était sortir de la logique curative et de court terme de notre système de santé en matière de recherche, de prévention, de formation médicale. En matière, par exemple, d'épidémiologie ou d'économie de la santé, vous comparez ce qu'il y a en France et ce qu'il y a dans les autres pays, vous regardez dans la littérature qui sort aujourd'hui, vous voyez que vous avez beaucoup d'études chinoises, vous avez beaucoup d'études des pays anglo-saxons. En France, vous voyez que vous avez un débat entre Raoult, qui a probablement des talents, mais qui n'est pas un mathématicien ni un spécialiste de l'analyse quantitative de la santé, et vous avez que cette école quantitative rationnelle est faible, et c'est des choses qu'on pointait à l'époque. Ça avait été remis à Xavier Bertrand, ministre à l'époque, qui était assez sensible au sujet, puis qui avait mis en place un certain nombre d'orientations. Le format que vous voyez derrière aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est le format qu'on avait souhaité. C'est-à-dire, j'avais dit, je veux que ce rapport ressemble à une BD, c'est-à-dire qu'on fasse des choses dans lesquelles les gens, tout un chacun peut aller les lire, comprend, parce que l'idée derrière, c'était que si les Français se saisissent de leurs problèmes, eh ben, les solutions politiques qui répondent à des problèmes de long terme trouveront leur espace politique. Et dernier point, je m'arrêterai là. Quand j'ai remis le rapport au conseiller de l'Élysée avant qu'on ait la grande séance de remise avec le président et l'ensemble du gouvernement, il m'avait dit un point qui était pas complètement faux. Il m'a dit, tu sais Vincent, bravo, tu as vraiment fait ce qu'il fallait, super travail des experts, mais j'ai un doute, c'est qu'il y a beaucoup des propositions, des choses qu'on décrit,
qui n'ont pas de support politique en France, parce qu'en France, il n'y a pas de parti du long terme. Et donc, j'avais rigolé à l'époque. Je lui ai dit, écoute, tu as raison, je vais le créer. Alors, je n'ai pas créé le parti du long terme, mais j'ai créé l'Observatoire du long terme, qui est un think tank dédié aux enjeux de long terme et via lequel je continue à m'exprimer de temps en temps en dehors de mes fonctions professionnelles. Voilà pour la présentation que je voulais faire. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci Vincent, c'est passionnant et c'est d'autant plus passionnant que c'est un angle qu'on n'avait pas du tout étudié pour le moment, l'angle un peu prospective de la crise et puis aussi entre les lignes, je comprends un peu le déficit de prospective au fur et à mesure de l'histoire administrative de la France, avec le plan qui s'est au fur et à mesure perdu sa substance. Et voilà, il y a quand même eu ce rapport d'experts pour France 2025. Alors, on a une première question qui est de Claude. Donc, pour ce rapport d'experts, combien de personnes, choisies comment et par qui? Ça, c'était le vrai sujet parce que je voulais surtout pas. J'avais le sentiment en fait d'une administration et d'une machine intellectuelle qui tournait un peu, enfin, qui me faisait penser un peu à des phénomènes de mandarinat qu'on voit dans certains cas de la recherche en France. Bon, je ne vais pas lancer de critique, mais quand vous comparez dans la recherche économique, vous voyez, il y a une école un peu littéraire de gens qui ont publié uniquement en France, qui sortent jamais. Et puis, il y a aussi des personnes qui, au contraire, ont une carrière internationale, Olivier Blanchard ou d'autres, ou Toulouse School of Economy. Vous avez vraiment un gap entre les deux. Et je m'étais aperçu que ces sujets de prospective et les gens qui avaient évidemment le plus de temps à aller lobbyer auprès du gouvernement étaient plutôt dans l'école qu'on ne voulait pas faire. Donc, premier sujet, c'était de dire on va allotir par sujet. Et dans chaque sujet, on avait mis un binôme avec un président et un coprésident. Et l'idée, c'était d'avoir une personne vraiment d'entreprise et vue comme quelqu'un qui était une personne qui avait la capacité à mettre un poil à gratter. Et une personne qui était plus spécialiste du domaine. Donc, par exemple, dans Emploi, c'était Gilles Berset qui a la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et à l'époque, Alexandre Sobo, alors qui a failli être président du MEDEF, mais qui était patron d'une entreprise, grosse PME familiale, sur les sujets production et emploi. C'était atypique, mais du coup, il y a eu des échanges formidables. Ensuite, dans la commission, il y avait des parlementaires de gauche et de droite, enfin de chaque côté. Il y avait également des experts des différentes administrations, des cellules de prospective des différentes administrations. Et ensuite, on avait mis aussi des personnes de pays étrangers. Et par ailleurs, on avait des groupes d'écoute qui permettaient en fait assez largement à toute personne de contribuer. Mais je pense que c'est une bonne question parce qu'effectivement, dans la faiblesse, à l'époque, par exemple, on avait mis un wiki en disant que ça va permettre aussi à des personnes qui sont complètement en dehors de ce système de passer les barrières. Et finalement, le wiki n'a pas si bien marché que ça. Je pense qu'on le lancerait aujourd'hui, ça aurait plus de succès avec les limites des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a 95% d'insultes et de trucs assez durs et puis 5% de personnes qui disent ce qu'il faut. Il faut être capable de trier entre les deux et pas trop se formaliser sur les premiers. Ok, merci. Alors, un peu dans la suite de cette question sur ce groupe, pourquoi… Alors, il y a une autre question, je vais poser la mienne et ensuite celle de Damien. Pourquoi il y a de ces rapports et de celui-là en particulier, il n'y a pas la suite, les mesures qui ont fait qu'on n'a pas été préparé à cette épidémie? Deuxième question de Damien, donc je la lis en direct. Très intéressant, on sent une certaine tristesse due à la perte de vision de long terme et l'inaptitude de pouvoir lancer et tenir des projets à travers tous les gouvernements. C'est inquiétant. Y a-t-il un espoir face à ce constat? Donc, comment être sûr que les constats réalisés entraînent des mesures et que face au risque d'épidémie, comment on aurait pu faire pour mieux se préparer? Et deuxièmement, comment avoir une vision de long terme qui dépasse les clivages politiques et puis les changements de majorité à chaque élection. Voilà. Alors, je me souviens, j'ai eu une discussion assez longue avec Jacques Attali à l'époque, parce qu'à ce moment-là, il se lançait la commission Attali.
Et donc, en fait, en termes de philosophie, il y avait des choses assez différentes. C'est-à-dire que la philosophie qu'on poussait, c'était de dire, il ne faut surtout pas arriver avec des solutions, il faut que les gens s'approprient leurs problèmes et après, on peut avoir un débat qui est sain sur les propositions. La logique de la commission Attali, c'est de dire, bon, on réunit des sachants, on arrive avec des propositions utiles et puis on va avoir un agenda de réforme. Donc, dans certains, et les deux ne sont pas contradictoires d'ailleurs. Dans certains cas, c'est-à-dire on fait un alignement par le haut. Moi, je sentais vraiment que politiquement, le système était en train de craquer. C'était aussi le sentiment de pas mal des gens avec lesquels on avait parlé, que donc, du coup, il fallait trouver une façon pour que les gens se réapproprient leurs problèmes. Et bon, si je suis vraiment schématique, avec l'idée que derrière, en fait, les politiques sont un peu des ludions. C'est-à-dire que si les températures et la pression bougent, ils bougeront. S'il y a des sujets importants avec un fort support, ils s'en saisissent. Et à l'inverse, c'est difficile pour un politique de se saisir d'un sujet sur lequel il n'y a pas un support politique fort. C'était la remarque très juste du conseiller de l'Élysée me disant, Vincent, voilà, s'il n'y a pas de parti du long terme, si les idées sans support politique sont en général orphelines. C'est aussi pour ça qu'on souhaitait, dans l'idée, que ce rapport soit déclivé politiquement, mis dans le débat public, idéalement un an avant les élections, en disant mais ça peut orienter le débat et faire qu'on aille un peu dans le bon sens. Parce que le cycle démocratique, c'est qu'on a un programme qu'on arrête au moment des élections, après on l'exécute. Donc pour moi, si tu veux changer les choses, il faut agir un peu en avant. Et je pense qu'il faut plutôt le faire dans un mode 2.0 où on alimente les gens, on les rend intelligents. J'ai très confiance dans leur intelligence. Regardez, dans le grand débat, il y avait un site, grand débat Gilets jaunes, qui avait été fait. Alors, il y avait un peu de garbage dedans, mais il y avait pas mal de trucs très intéressants et je trouve que ça, c'est une occasion un peu ratée et c'est une faiblesse de notre système français. Relisez La société de défiance de Perfit qui vous ramène à l'extrême centralisme français un grand nombre de nos problèmes. Finalement, le diagnostic n'a pas beaucoup changé. Voilà, moi, je suis plus 2.0 que jupitérien et je pense que pour l'autre pays, c'est vraiment le sujet. Et donc, derrière la solution, et alors, pourquoi je suis déçu? Je ne suis pas déçu, honnêtement, je savais que c'était difficile et je m'étais dit, de toute façon, il en restera quelque chose, on fera germer des idées, on créera des coalitions d'hommes de bonne volonté et même s'il n'y a pas ça, pour moi, le fait d'avoir touché les limites du problème, j'en ferai quelque chose. Donc, je pense que les suites, je veux dire, X sursaut à sa main, je pense que c'est des choses qui peuvent se continuer. Je pense qu'elles doivent se faire un peu à l'extérieur. Voilà, l'observateur du long terme, c'est pour ça que je continue. J'ai ma chronique dans les Échos, je continue avec les moyens qui sont les miens à pousser ces sujets. Quand France 2025, lancé par Hollande, a fait des appels à contribution, j'ai contribué aussi. Donc, je pense que ce n'est pas complètement perdu, mais que là, il y a un vrai problème de design politique et que le truc, ce n'est pas des débats type qu'on a vu dans le grand débat mené par des préfets où il y a 2 heures et 500 personnes dans la salle, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Donc, il faut chercher d'autres choses et pour que les gens s'expriment, il faut aussi les nourrir, leur donner de l'information. Je pense que de ce côté-là, le jury un peu tiré au sort qui a été fait pour la commission pour le climat qui est en cours est un meilleur exemple que ce qu'on a vu dans le grand débat. Voilà. Après, regardez le système politique mondial, des pays dans le monde qui arrivent à gérer ça correctement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai quand même l'impression que plus ils sont décentralisés, plus c'est simple. Merci Vincent. Alors Claude a une question, plusieurs questions même. Est-ce que l'application des mesures faisait partie des problèmes? Alors si je me permets d'interpréter, est-ce que c'est la mise en œuvre peut-être des mesures qui faisait… Donc Claude me fait signe, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Est-ce que c'est la mise en œuvre qui fait problème en France? Et il cite Bavrez qui disait que la France investit dans le passé, pas pour le futur. Et est-ce qu'on a un sujet d'immobilisme en France? Voilà, donc c'est sur ces questions. Moi, je partager une conviction personnelle. Donc, je pense que c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on est dans un pays difficile parce qu'il y a des contradictions. Il reste très centralisé. Il donne l'impression d'une unité, mais qu'on n'a plus du tout. Enfin, allez comparer la façon dont vous êtes reçus aux urgences à Sarcelles et à Georges Pompidou. Allez comparer une école à Sartrouville et juste au coin de la rue de la Pompe. Vous verrez que cette unité, elle est fausse. Donc, il y a des vrais sujets. Dans les réformes que j'ai vues passer, quand même, il y en a beaucoup dans lesquelles le design venait du haut. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les bonnes idées, c'était des trucs qui avaient été… Regardez la réforme des retraites, assainir les comptes,
des retraites, évidemment, il faut le faire. Supprimer des régimes spéciaux qui font qu'un cadre sup de certains régimes parte avec un montant de retraite qui vaille un équivalent cash de 8 à 9 millions d'euros. Bon, ça, c'est plus défendable aujourd'hui. Évidemment qu'il faut le faire évoluer. En revanche, dans un système dans lequel les cadres vivent 15 ans de plus que les ouvriers, faire un régime unique qui doit avoir les mêmes règles, ça crée une subvention énorme des ouvriers aux cadres. C'est ce qui s'est passé pour la réforme des retraites en cours. Du coup, quand vous en apercevez, vous pouvez soit dire ce n'est pas la bonne idée, on sépare, soit vous continuez et là, vous sabrez les retraites des cadres parce que vous ne pouvez pas supprimer les subventions croisées, mais au moins, si vous sabrez, ils vont gueuler un peu, ils seront toujours subventionnés, mais un peu moins, et du coup, vous casserez le truc. Et donc là, on a un très bon exemple où une partie de l'opposition, regardez notamment ce que disaient même des syndicats comme la CGC qui sont plutôt modérés, c'est une erreur de design majeure, c'est-à-dire ce que Keynes appelait les defunct economics, c'est-à-dire des économistes un peu théoriques qui arrivent avec une idée, mais qui est un peu loin du réel. Et puis, on a aussi l'autre problème où effectivement, il y a une populisation du débat politique. Donc là-dedans, vous avez… Moi, j'ai une famille qui est en province et je me suis étonné quand j'y retourne, des personnes qui, il y a 10 ans, étaient quand même dans le système, poussaient une approche plutôt rationnelle des choses, qui sont instituteurs, qui sont cadres à l'équipement. Là, ils sont fans de Raoult, très très critiques, ils ne se sentent plus écoutés. Alors vous pouvez dire, c'est une plus grande part des Français qui a tort, qui se trompent et qui n'a pas compris où était la lumière. Ou alors vous dites, il y a un problème du côté de la lumière, il y a un problème de la façon dont on partage l'information. Moi, je suis convaincu que c'est plutôt là le problème. Merci Vincent. Alors, je vais te poser la dernière question et je te laisserai conclure. Alors, il y en a une autre aussi. Donc, je commence par celle de Damien et puis ensuite je pose la mienne. Donc, dans les arcanes du pouvoir, il y a une paire de représentants des X en général, au profit des énarques, mais aussi des HEC, ESSEC, ESCP. On en a déjà parlé dans tes précédents webinaires, mais j'aimerais aussi, on aimerait avoir ton avis là-dessus. Et est-ce que avoir des profils plus scientifiques, ça aurait été peut-être utile, notamment dans une crise un peu complexe comme celle-là. Et deuxième question, c'est donc ma question qui est, toi qui as cette expérience de ce rapport France 2025, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Quel comité, quel groupe d'experts pourrait préparer le rebond? Donc, comment tu vois la façon dont le gouvernement peut mettre en place la structure qui va nous permettre de sortir de cette crise par le haut, voilà, avec ton expérience de France 2025. Puis après, je te laisse conclure. Alors, peut-être un point sur effectivement les X. Je pense, je vais raconter une anecdote rigolote. Donc ça, c'est une réunion comité de suivi de la RGPP, donc réunion avec le président de la République, Claude Guéant, tous les directeurs de cabinet, et c'était une discussion sur les corps. Et donc, il y a eu 3 discussions. Donc, 2 discussions, il aurait dû en avoir 3. Une première discussion qui était fusionner les corps techniques de l'X. Donc là, on fusionne les mines et météo. Honnêtement, ça ne me choque pas. C'est vrai que ça touche l'ego, ça touche notre ego collectif, mais bon, voilà. Deuxième truc, on réduit massivement les petits corps. Donc les corps de catégorie C et D, on les fusionne, etc. Et après, les grands corps de l'ENA, rien. Or, vous aviez par exemple Thierry Bert, patron, quelqu'un que je connais bien, patron de l'inspection générale des finances, qui avait proposé, écoutez, voilà, l'inspection générale des finances qui recrute 4 énarques par an et l'IGAS qui recrute 4 énarques par an, on pourrait peut-être les fusionner, ils sont dans des métiers très proches, il y en a qui vont auditer les finances, d'autres qui auditent les mutuelles, et ça serait peut-être pas mal, ça n'a jamais été fait. Donc là, il y a un sujet, et ça renvoie à ce que je disais, il y a quand même une question d'exemplarité, c'est-à-dire quand vous voulez imposer des choses dures à des gens qui se sentent de moins en moins protégés, un escalier, ça se balaye par le haut. S'ils ont le sentiment que vous ne faites pas le ménage chez vous, ça va être difficile de vous suivre. Et la vérité, c'est que ça ne s'est pas tant fait. Donc, est-ce qu'il y a une perte de pouvoir des X? Oui, mais je pense que l'objet des X, il devrait être plus ambitieux que ça, qu'avoir un pouvoir garanti par une rente administrative. Je pense que le vrai pouvoir, c'est d'influencer, c'est de dire le vrai. Et donc, moi, ce que je proposerais, recréons un France 2025 à nous, soyons un acteur de changement plutôt que d'essayer de défendre collectivement une rente administrative. On sait comment finissent donc je pense que mais il y a une logique qui est forte et je le vois après année après année effectivement. Moi j'ai eu la chance en fait assez vite d'aller à l'inspection des finances en mobilité
Et donc, j'ai côtoyé pas mal de générations de gens avec lesquels j'ai été en cabinet, X ou Y. C'est vrai qu'il y a des réseaux, il y a un fonctionnement qui, année après année, vous voyez quand même des parcours de carrière. Bon, vous avez des gens brillants, et qui, voilà. Puis vous en avez qui sont quand même portés par un système de rente qui fonctionne encore, je pense, dans les corps énarques, qui ne fonctionne plus en tant que tel dans les corps de luxe. Je ne pense pas qu'il faille regretter une rente. Je pense qu'il faut qu'on se pose un peu la question de comment on pourrait être plus utile et qu'il y a pas mal de marge. Voilà. Et qu'effectivement, dans les métiers scientifiques, regardez, une épidémie, c'est quelque chose de bête. Hein. Le vaccin, entre les contaminations et les décès, il se met 14 jours. Le jour de confinement, il coûte 6 milliards. Donc, si vous regardez uniquement les morts qui sortent avant de décider la date de confinement, vous allez le faire 14 jours trop tard, vous allez cramer 80 milliards pour rien. À l'inverse, je pourrais le partager avec vous si vous voulez, si vous faites la corrélation entre le nombre total de décès des pays et le nombre de décès à la date où ils ont confiné, vous avez un R2 de 55. C'est-à-dire que vous avez 55% des écarts du nombre de décès par pays qui tient à une seule question, à quel moment ils ont pris conscience des choses et ils ont agi. Et la France, l'écart France-Allemagne s'explique pratiquement uniquement par ça. Mais là, si vous avez des gens qui suivent les données, qui sont réactifs, ça va vous faire gagner 1, 2, 3 jours. Dans la finance, on l'a compris. Dans un milieu administratif où on parle plutôt où on est plutôt dans le domaine des mots, plutôt le domaine de la vision, du narratif collectif, ces choses-là échappent. Je pense que malheureusement, on a de moins en moins les moyens. Là, on va se taper 20 points de dette publique en plus, probablement avec une approche analytique plus réactive. On aurait pu en économiser 5 à 10. Et là encore, quand vous cramez 6 milliards par an, c'est-à-dire 2 fois le budget du CNRS, vous pouvez prendre 100 statisticiens, les mettre full-time sur le sujet dès que vous voyez que vous avez un truc de grave. Surtout si vous savez que vous pouvez aller dans les zones à 5 points de PIB, ce que disaient d'autres rapports. Donc je pense que là, il y a des sujets. Bon, là encore, pour avoir été au cœur de la machine, quand vous êtes dans ce truc-là, surtout à la présidence, vous êtes dans une espèce de lessiveuse, vous êtes noyé dans le court terme, les personnes diverses et variées, les faux experts, et c'est quand même très compliqué quand vous êtes là-dedans de voir ces sujets-là. C'est aussi pour ça que c'est plus facile pour des gens un peu à l'extérieur de pousser ces questions-là. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, je le connais très très bien, puisque Jacques Attali me l'avait présenté en 2007 en me disant « Tiens, voilà, il sera président un jour », véridique, en 2007. Alexis Kohler, j'étais à son mariage, c'est un ami et quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, même s'il est dans un job qui n'est pas facile aujourd'hui. Après, est-ce qu'on pourrait mieux faire? Est-ce qu'une approche scientifique de ces sujets-là serait nécessaire? J'en suis intimement convaincu. Mais c'est plutôt par ça. Valoriser nos compétences, être plus utile, plutôt qu'avoir des choses trop corpo ou de rente. Je pense que notre pays, il crève des rentes, des monopoles administratifs. Et il faut plutôt contribuer à ouvrir les choses qu'à les fermer. Merci. Et ça m'a coûté, hein. Moi, dans ma carrière, j'étais à l'INSEE, donc je suis plutôt allé sur des jobs opérationnels parce que je pensais que c'était utile. Pour des raisons mécaniques, quand vous êtes hors de votre corps, votre note est à la note moyenne. Et donc, comme les gens partent année après année, quand j'étais directeur de cabinet, j'étais celui en fait qui, dans le grade, était le plus bas de toutes les gens de ma promo. Donc, le patron du corps est venu me voir en s'excusant, en disant « Bon, on va te promouvoir inspecteur général parce que tu es le seul qui n'a pas eu de promotion parce que tu étais à l'extérieur. » Donc, voilà, c'est un sujet plus large de gestion des talents qu'un sujet XNA. Merci Vincent, c'était passionnant. Et si on fait un groupe d'experts France 2021 sur le rebond, on te proposera parce que tu as l'expérience et tu as des super idées et c'est très concret et la connaissance de la machine administrative qui est très précieuse. Il faut voir loin. On avait mis 2025. Pourquoi à l'époque? On s'était dit un président peut faire maximum 2 mandats. Le mandat d'après, il y a une ambiguïté. Donc, en 2008, on met 2025. On n'avait pas choisi la date par erreur. On l'a dit, on veut que ce soit un horizon suffisamment large pour que la personne qui porte ça puisse le faire de façon libre, sans se dire je mets une balle dans le pied si je fais des choses différentes de ce que je fais aujourd'hui. Exactement. On a encore des commentaires. Donc voilà, sur notamment, est-ce que c'est une question de corps ou une question de culture aussi, une question de culture qui fait que voilà, on a eu peut-être des dysfonctionnements. Mais bon, voilà, on a eu beaucoup de matière. On réécoutera la vidéo avec intérêt. On va essayer de faire des synthèses aussi écrites des vidéos pour essayer de construire une vraie matière. Aujourd'hui, c'était passionnant. Je vous enverrai très bientôt la vidéo.
Demain, on aura donc Dov Zera, qui nous parlera, donc, qui a été président de l'Agence française de développement, qui est NARC, et qui nous parlera des conséquences internationales de la crise, notamment, par exemple, pour les pays producteurs de pétrole. Donc, ça a un impact massif. Et vendredi, donc à 18 h, on aura Hubert Védrine et Axel Ruckert qui nous parleront aussi d'aspects plus internationaux, donc notamment l'effet sur l'Union européenne de cette crise et voilà, les réponses possibles, une comparaison France-Allemagne qui va être aussi très intéressante. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie en particulier Vincent et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci.